Ouais, donc la voiture n'a pas bougé. La voiture n'a pas bougé. Toujours là, pleine de poussière. Ah, vous l'avez mise là il y a longtemps? Ça fait 1 an et demi à peu près que je l'ai planqué. J'ai examiné ce véhicule au mois d'avril 2000, à la demande de M. Dufoy, qui m'avait demandé de regarder en fait le dossier suite au suicide entre guillemets de son fils. Et parmi les éléments qu'il y avait dans cette affaire-là, il y a la voiture. Donc la voiture, c'est un objet qui rentre en plein dans cette histoire-là, puisque les dernières personnes qui ont vu Michel Dufoy vivant ou étaient autour de cette voiture-là. Je regarde si les auditions prises des témoins sont compatibles avec l'état du véhicule. Et parmi les éléments clés, à mon avis, il y a l'histoire du toit ouvrant, qui est décrit dans une audition et qui finalement est un toit levant. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Il apparaissait une ouverture possible de 3,5 cm et c'est pas avec 3,5 cm que l'on peut passer un bras. Déjà voilà, ouverture maximum, 3,5 cm d'après les mesures qui sont faites comme ça. Et ce qui est étonnant aussi, c'est de s'apercevoir qu'il y a un témoignage d'une personne qui dit qu'elle passe le bras de l'extérieur et qu'elle arrive à atteindre la clé de contact. Alors, je suis désolé, mais ça peut pas. On peut pas le faire. « 95 cm pour atteindre la clé, donc vous voyez la taille du bras, donc c'est impossible. C'est-à-dire qu'on a un témoin qui prétend avoir atteint la clé de contact en passant par un accès qui n'est pas possible. Ensuite, je vais examiner le véhicule, et dans ce véhicule, à l'époque en tout cas, il y avait très peu de gens qui étaient rentrés à l'intérieur, excepté d'ailleurs M. Dufoy, je crois qu'il n'y a personne. Et dans ce véhicule, il y a un bazar sans nom, on n'a qu'à regarder, il y a des papiers partout, etc. Et des taches un peu partout, des taches visiblement de matière organique, puisque c'est un moisi. Hein, autrement, c'est l'encre tâche et ça bouge pas. Là, on voit que c'est un moisi, donc il y a eu quelque chose de renversé dans cette voiture, mais il y a visiblement très longtemps. Ça verra plus tard que c'est du sang. Donc cette voiture est pleine de sang finalement. Donc je continue ma recherche. Je ne sais pas ce que je cherche. Je peux chercher un verre de contact, une dent, enfin des choses qui montrent une éventuelle lutte. Donc la démarche, c'est ça. Et parmi les éléments que j'ai dans la voiture, je me dis, tiens, peut-être qu'avec le rouge à lèvres sur les mégots, je vais savoir combien de personnes étaient dans cette voiture, etc. Des cigarettes de marques différentes. Tout ça, ça fait partie des techniques d'investigation d'un enquêteur normal, j'entends, hein, formé pour en tout cas. Et parmi les choses qui traînent dans cette voiture, je vais découvrir un ticket de caisse. Et ce ticket de caisse, il est étonnant parce qu'il est postérieur à la pseudo-mise en panne de cette voiture. Ça veut dire que cette voiture a circulé après. Puisqu'on a un ticket de caisse daté, on sait où ce ticket de caisse a été émis, puisqu'il y a il y a l'adresse du commerce, et il y a même le prénom de la caissière. Alors en plus, après, je vais m'apercevoir que il y a une personne qui dit avoir ouvert de l'extérieur le capot de la voiture pour démonter la tête de Delco. Or, si vous regardez ce modèle de voiture, la tête de Delco, c'est une pièce mécanique, c'est une tête de Delco monobloc. Elle ne peut pas se démonter. En plus, on ne peut pas accéder au capot ou l'ouvrir de l'extérieur. Donc ça commence à faire beaucoup là. L'expertise de Jean-François Abgral met en évidence 4 éléments nouveaux majeurs. Des présomptions de faux témoignages sur la saisie des clés par le toit ouvrant. Des taches de sang d'origine indéterminée dans la voiture. Un ticket de caisse daté du lendemain de la disparition de Michel. Et enfin, des incohérences sur la mise en panne du véhicule. Malgré tout, cette expertise, effectuée à titre privé, ne permet pas à Roger Dufoy de saisir à nouveau la justice. À ce stade de l'enquête, il nous a semblé impossible de poursuivre ce film sans le témoignage des mariés. Nous avons alors renouvelé nos demandes d'entretien. F, le marié, refuse catégoriquement de parler. Mais Virginie, sa femme, aujourd'hui en instance de divorce, a finalement accepté de nous recevoir. Bon, s'il lui veut pas dire, c'était quand même son ami, je vais respecter ses positions. Donc je suis restée dans l'ombre pour respecter ses positions. Mais bon, maintenant, je vois les choses ont changé depuis qu'il est parti. Pour moi, je veux dire, maintenant, je m'assume sans lui, je vis sans lui. Et je lui ai pas demandé son avis, je veux dire, je lui en ai parlé, mais bon, j'ai dit, toi, tu ne veux pas prendre tes responsabilités, moi, je vais les prendre, les miennes. Au départ, il a tenté de partir avec sa voiture. On a dit, non, tu peux pas partir comme ça, t'es complètement sous, tu peux pas partir comme ça, c'est pas possible. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait un ami de mon mari qui était là, qui lui est mécanicien, Gilles. Et il me semble qu'il a démonté la tête de Delco avec mon mari, parce que bon, moi ça, je ne l'ai pas vu vraiment de mes propres yeux. Disons que j'en ai entendu parler. Bon, je sais qu'après,
Effectivement, il ne pouvait plus partir avec sa voiture. Gilles, ami de F, le marié, présent au mariage. Vous étiez combien à vouloir mettre en panne sa voiture? On était une dizaine de personnes dehors. Hein. Il y avait pas, ça n'a pas été fait en cachette. On met la voiture en panne, faut pas. Non, non, on l'a fait consciemment pour pas qu'il prenne sa voiture parce qu'il était ivre. De quelle manière en fait? En tirant juste un petit peu le fil d'allumeur. Le fil qui alimente la tête d'allumeur, comme ça. J'ai fait venir un expert qui a agréé auprès de la cour d'appel de Versailles, qui a dit que c'était une tête de Delco monobloc, et donc on ne pouvait pas la démonter, qu'elle n'avait jamais été démontée. Pour moi, c'est un objet qui avait une forme un peu ronde, cylindrique. Voilà, pour moi, c'est bon, j'y connais rien du tout, hein, donc je ne sais pas. Donc je ne peux pas affirmer, mais bon, ça je me rappelle qu'il avait dit il n'ira pas bien loin, il a ouvert vite fait sa main. Je sais qu'il avait quelque chose dans sa main en disant j'ai ça, il n'ira pas loin, quoi. Sans ça, il ne peut pas partir avec sa voiture. Bah, c'est ça que ça voulait dire. Sur la mise en panne de la voiture, deux versions se contredisent. Pour Gilles, c'est le fil d'allumeur qui a été retiré. Virginie, elle, affirme avoir vu un objet métallique dans la main de Gilles. L'expert, lui, est formel, la tête de Delco n'a jamais été démontée. Alors, les témoins mentent-ils ou s'agit-il de témoignages rendus fragiles par le temps? Malgré la tête de Delco qui était enlevée de la voiture, avec le démarreur, avec des à-coups du démarreur, la voiture, il a réussi à faire une marche arrière quand même avec la voiture et à s'engager en descente. Et la voiture faisait des à-coups comme ça et tout doucement, il s'est engagé. Il s'est mis en descente par rapport à la salle des fêtes et là, la voiture roulait, mais bon, elle glissait en fait. Mon mari, il était tellement bouleversé après par cette histoire que pour lui, il lui semblait qu'il avait bien passé sa main par le toit, mais qu'il avait enlevé les clés du contact. Alors que pour moi, c'est pas comme ça. Pour moi, c'est il a passé sa main, effectivement, il a tiré le loquet de la portière, il a ouvert la portière, et là, à partir de ce moment-là, de l'intérieur de la voiture, il a pris les clés. Là, on a vu qu'il partait, et là, il s'est mis à courir. Et là, c'est là que nous, moi et mon mari, on a couru derrière lui, mais on était peut-être à 100 mètres ou 150 mètres. Et il s'est dirigé vers la place. Il arrivait un moment où on n'avait plus la visibilité, on ne le voyait plus. Et là, il y avait un homme que mon mari connaît, Bill. Il lui a parlé, il lui a dit « Tiens, tu n'as pas vu un gars passer, il lui fait un peu casser, comme ça ?» Il dit « Si, je l'ai vu. » Et il était assis, lui. Il nous a dit « Il est parti par là. » Parce que lui, Bill dit qu'il a vu passer personne. Peut-être il ne se rappelle pas. Mais moi, personnellement, je sais qu'il était là, il était assis sur des marches. Bon, maintenant, si vous, il vous dit qu'il ne nous a pas vus, bon, ben, peut-être il ne se rappelle pas, mais moi, je sais que j'ai vu. Et là, surprise, quand on est arrivé en bas, où est-ce qu'il est? Donc, ayant vu les pêcheurs, on a été demandé, on dit voilà, vous n'avez pas vu un gars passer? Et là, les pêcheurs, calme plat, ah non, on n'a vu personne. Donc, on a traversé la route où il y a le pont. On a été de l'autre côté, là on a eu une visibilité assez loin et là rien. On n'a pas vu Michel. Qu'est-ce que ça vous évoque le fait qu'il y ait un ticket de caisse daté du lundi 24 juillet qui a été retrouvé dans cette voiture? Moi, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. La voiture est arrivée sur le terrain de mes parents, elle n'a pas bougé. Le lundi, nous n'avions pas de nouvelles de Michel, la voiture n'a pas bougé. Voilà, c'est tout. Donc, et on n'a pas mis de ticket dans la voiture, et même nous, on n'a même pas été faire de courses avec notre voiture. Moi, je ne pourrais pas vous en dire plus, parce que moi, personnellement, je n'ai pas vu de ticket de caisse dans sa voiture. Ce ticket de caisse a été forcément manipulé par quelqu'un qui a laissé son ADN dessus. Donc au lieu de se poser 10 000 questions, je crois que c'est assez simple d'aller extraire l'ADN de la personne qui a touché ce ticket de caisse et on verra qui a utilisé la voiture.
C'est aussi simple que ça. Et cette pièce, elle est à la disposition de la justice puisque c'était saisi. Vous savez que pour faire établir des tests ADN en France, c'est entre les mains du parquet, donc aucun laboratoire n'accepte de le faire. Et il nous reste à essayer de le faire faire à l'étranger. Et il n'est pas admissible que quelque part la justice, finalement, ne veuille pas avoir tort. Peut-être qu'au bout du compte ne trouvera-t-on rien, mais au moins qu'on se donne les moyens d'être sûr que dans cette histoire, eh bien, il n'y a pas eu un meurtre ce soir-là dans le Loiret. Mais c'est une histoire qui ne s'arrêtera jamais tant que le père... De toute façon, le père, vous pouvez l'amener devant 50 personnes, comme je vous disais, il dira toujours que c'est le marié qui a assassiné son fils, alors que bon, c'est un accident banal, et voilà. Hein. Tous les éléments de l'enquête, oui, du scénario qui s'est passé, c'est que mon fils, il a été martyrisé. Il a été martyrisé, il est mort en souffrance. C'est tout ce que je peux dire. Parce qu'avec tout ce qu'il a reçu, il en a reçu plein la gueule. Comme on peut dire plein la gueule qu'il en a reçu. Hein. Sa tête est méconnaissable. Hein, c'est qu'il en a reçu plein la gueule. Mais pourquoi Pourquoi? Mais il faut que ça cesse, quoi. Je veux dire, par là, on n'est pas des assassins, ça c'est clair. Ça c'est évident, quoi. Je veux dire, c'est clair. Je veux dire, on est aussi victime. Moi, personnellement, je me sens victime. Parce que moi, c'est toute ma vie qui a été gâchée. Personnellement, à cause de ça. Parce que tout est tourné autour de cette histoire, entre la date du mariage, où Michel était là, et entre la date où il a été enterré. Je veux dire, moi, je l'ai vécu avec mon mari, ça a été terrible. Ça a été terrible, parce qu'on ne fêtait rien. On fêtait un enterrement qu'on ne fêtait pas un mariage. Le témoignage de Virginie ne permet pas d'effacer tous les doutes, et encore moins de répondre à l'obsédante question « Comment est mort Michel Dufoy ?» Dans cette affaire, plus les témoignages s'accumulent, plus les faits sont précis, et plus le mystère s'épaissit. Moi, ce que je cherche, c'est de savoir la vérité. Si c'est un accident, c'est un accident, mais qu'on me le dise, que la justice me dise comment c'est arrivé et tout. J'en veux pas plus, moi. C'est vrai que le dossier en l'état ne répond pas à ces questions-là. C'est pour ça qu'il y a de l'investigation privée, des analyses, etc., des demandes qui ont été formulées. Mais c'est pour ça aussi que j'ai accepté le dossier. C'est parce que c'était une recherche saine et ouverte à toutes les réponses. C'est vrai. C'est vrai. Parce que je veux, c'est une réponse. Et je me battrai pour avoir une réponse.